Je voulais parler. Pas pour meubler le vide, mais parce que la phrase que je retenais depuis des semaines commençait à me faire mal. Nous étions assis face à face, à la petite table de sa cuisine. Dehors, la pluie battait contre la fenêtre, et l'odeur du café froid flottait encore dans l'air. Elle pourtant gardait son manteau sur les épaules, comme si elle s'était autorisée à entrer sans jamais vraiment arriver. Ses doigts jouaient avec la fermeture éclair. Elle ne me regardait pas tout à fait. Son regard se posait près de moi, sur le bord de la table, sur les gouttes qui descendaient le long de la vitre. J'ai senti une impatience sourde monter, mêlée à une peur que je n'osais pas nommer. J'ai inspiré. Yeah. Elle s'est penchée, si vite et si doucement que j'en ai eu le souffle coupé. Son index s'est posé sur mes lèvres. Tiède, léger, aucun geste brutal, aucune menace. Juste ce contact précis qui ferme une porte sans la claquer. Pas maintenant, a-t-elle murmuré. 2 mots. Et pourtant, j'ai eu l'impression que la pièce changeait de température. Mon dos s'est raidi, mes mains se sont crispées sur le bord de la table. Je suis resté immobile, comme si bouger pouvait déclencher quelque chose. Elle a retiré son doigt, lentement, et a reposé sa main sur ses genoux. Je l'ai regardée enfin. Ses yeux ont croisé les miens une seconde. Il y avait là une fatigue ancienne, une vigilance aussi, comme si elle surveillait un danger que je ne voyais pas. Puis son visage s'est refermé, lisse, contrôlé. « Tu sais ce que je vais dire ?» ai-je demandé, la voix trop basse. Elle a expiré, un souffle long, compté. « Je sais ce que tu veux dire, et je sais que tu penses que c'est le bon moment. Mais ça ne l'est pas. Le bon moment. » Cette expression me donnait envie de rire et de frapper la table en même temps, comme si le temps était une permission qu'on pouvait demander poliment. J'ai avalé ma salive. J'ai cherché un autre chemin, une phrase moins tranchante, quelque chose qui n'aurait pas la forme d'un ultimatum. « Je ne veux pas te forcer, » ai-je dit. « Je veux juste comprendre, que ce soit clair, au moins entre nous. » Elle a esquissé un sourire minuscule, sans chaleur. La clarté n'est pas toujours un cadeau. Alors c'est quoi? Une punition? Elle a tourné la tête vers la fenêtre. La pluie dessinait des lignes sur le verre, comme une écriture qu'on efface aussitôt. Quand elle a parlé, sa voix était plus douce, mais aussi plus dangereuse. « La clarté peut tout casser », a-t-elle dit. « Il y a des choses qui tiennent debout uniquement parce qu'on ne les a pas nommées. » Ces mots m'ont traversé. Je me suis demandé si elle parlait de nous, de cette proximité fragile bâtie sur les regards et les pauses, sur des phrases laissées en suspens, ou si elle parlait d'autre chose, d'un problème plus vaste, d'une histoire qui ne m'appartenait pas. Je l'ai observée, le manteau toujours fermé, la posture droite, prête à se lever. Ce détail m'a brûlé. « Tu pars après ça ?» Elle a baissé les yeux vers sa fermeture éclair, comme si elle découvrait le manteau à l'instant. « Non, je reste. » Mais rester ne ressemblait pas à une paix. C'était un compromis. Elle restait, oui, mais elle gardait la porte ouverte. Le silence est tombé entre nous. Dans ce silence, tout sonnait trop fort. L'horloge du salon, un tuyau qui gémissait, un klaxon au loin, et au milieu, mon cœur qui cognait comme s'il voulait parler à ma place. J'ai repris, prudemment. « D'accord, pas maintenant. » Mais quand? Elle a posé ses mains à plat sur la table, ses ongles courts, sans vernis, un geste simple, presque administratif, comme si elle déposait une décision. Elle a levé les yeux, et cette fois, elle m'a regardé droit. Ce regard-là m'a fait plus peur que sa main sur ma bouche. « Bientôt », a-t-elle dit. Ce mot aurait dû me calmer. Il a fait l'inverse, parce que bientôt n'était pas une promesse, c'était une échéance, comme si elle savait déjà quand la digue céderait. Je n'ai pas répondu. Elle a attrapé sa tasse de café froid et en a bu une gorgée. Le geste semblait inutile, mais je voyais qu'elle s'y accrochait, comme on s'accroche à quelque chose d'amé pour rester stable. Je me suis surpris à penser que son « pas maintenant » n'était pas dirigé contre moi, mais contre les conséquences, contre ce que mes mots allaient provoquer. Comme si parler allait allumer une lumière qu'elle s'efforçait de garder éteinte. Elle a reposé la tasse et a murmuré « Promets-moi quelque chose ». Mon ventre s'est noué. « Quoi ?» Elle a inspiré, puis hésité une fraction de seconde, assez pour que je comprenne qu'elle luttait contre elle-même. « Promets-moi que tu ne chercheras pas à savoir autrement », a-t-elle dit. « Pas avant que je te le dise. » La demande m'a coupé la parole. Elle confirmait qu'il y avait bien quelque chose de concret, pas seulement un malaise vague. Et elle me demandait de lui faire confiance précisément là où elle me refusait la vérité. J'ai hoché la tête, presque malgré moi. Elle a scruté mon visage, comme on vérifie un serment, puis elle s'est levée. La chaise a grincé, le manteau a froissé, elle a fait 2 pas vers le couloir, puis s'est arrêtée.
Sans se retourner, d'une voix presque tendre, elle a dit « Tu parleras. Je te laisserai parler. Mais pas maintenant. » Et elle est sortie, me laissant seule avec la pluie, le café froid, et cette phrase coincée derrière mes dents, prête à éclater au moindre faux pas, encore. Le silence qu'elle avait laissé derrière, elle ne s'est pas dissipé avec son départ. Il s'est installé, dense, persistant. Les heures suivantes, je les ai traversées comme on traverse un brouillard épais, en tendant les mains pour ne pas heurter quelque chose d'invisible. Chaque geste banal, ranger une tasse, fermer une fenêtre, allumer une lampe, semblait chargé d'un sens que je n'arrivais pas à formuler. Je repensais à son doigt sur mes lèvres, pas au geste en lui-même, mais à ce qu'il avait déclenché. Une obéissance immédiate, une soumission presque instinctive. Cela me dérangeait plus que je ne voulais l'admettre. Je m'étais tu sans discuter, comme je l'avais toujours fait. Ce n'était pas la première fois. Je me suis surpris à remonter le fil, à chercher le moment précis où le silence était devenu la langue officielle entre nous. Au début, il y avait pourtant des mots, beaucoup, des conversations qui s'étiraient tard, des messages trop longs, des phrases maladroites mais honnêtes. Puis, peu à peu, quelque chose avait changé. Les silences étaient glissés entre les phrases, d'abord comme des pauses naturelles, ensuite comme des murs discrets. Je me souvenais de la première fois où j'avais voulu poser une question importante. Nous marchions dans une rue presque vide, un soir d'automne. Les feuilles craquaient sous nos pas. J'avais ouvert la bouche, hésité, puis refermé. Elle n'avait rien dit, mais elle avait ralenti, comme si elle savait, comme si elle sentait la question arriver avant même qu'elle prenne forme. Plus tard, avait-elle soufflé, sans même que je parle. À l'époque, ça m'avait semblé raisonnable, élégant même. Respecter le rythme de l'autre, ne pas brusquer. Je m'étais raconté que l'amour, ou ce qui s'en approchait, exigeait parfois de la patience. J'avais confondu patience et effacement. Les jours suivants, je l'ai revue. Elle se comportait comme si rien n'avait été suspendu. Sourire mesuré, gestes familiers, cette proximité maîtrisée qui donnait l'illusion de la normalité, mais quelque chose sonnait faux. Chaque phrase était soigneusement choisie, chaque silence pesé. Je faisais attention à ne pas poser certaines questions, à ne pas prolonger certains regards, à ne pas franchir une ligne invisible qu'elle n'avait jamais dessinée clairement, mais que je sentais sous mes pas. C'était épuisant. Et pourtant, je continuais. Un soir, alors que nous étions assis côte à côte sur le canapé, je me suis rendu compte que nous regardions le même film sans vraiment le voir. Nos épaules se touchaient à peine. Ce contact minime suffisait à maintenir l'équilibre fragile. J'ai pensé à parler. Encore. Toujours. La phrase est montée. Familière. Douloureuse. Je me suis retenu. Ce renoncement m'a frappé plus tard, quand elle s'est endormie contre le coussin, la tête tournée vers moi. J'ai observé son visage détendu, presque innocent. Elle semblait paisible. Moi, j'étais en guerre. Je me demandais ce qu'elle protégeait avec autant d'acharnement. Une peur, une faute, une décision déjà prise. L'idée que son silence n'était pas une simple précaution, mais une stratégie, a commencé à s'imposer. Pas par méfiance, mais par accumulation. Trop d'indices, trop de moments avortés. Je me souvenais d'une phrase qu'elle avait dite un jour, presque en passant, « Les mots sont dangereux. Une fois dit, ils exigent des réponses. » Sur le moment, j'avais souri. Maintenant, cette phrase résonnait autrement, comme un aveu déguisé. Je n'étais pas le seul à changer sous ce régime de non-dit. Je devenais plus prudent, plus silencieux moi aussi. Je calculais, je retenais. Je commençais à me demander si ce que je voulais dire avait encore une place, ou si le silence, à force d'être respecté, avait fini par gagner des droits sur moi. Un matin, je me suis surpris à écrire la phrase sur un papier, juste pour voir à quoi elle ressemblait. Les mots alignés me semblaient presque étrangers, puissants, irréversibles. J'ai plié le papier et je l'ai rangé dans un tiroir comme on cache un objet dangereux. Quand elle m'a demandé, plus tard dans la journée, si tout allait bien, j'ai répondu oui sans hésiter. Le mensonge était devenu fluide, presque naturel, et cette facilité m'a fait peur. Je commençais à comprendre que le silence ne nous rapprochait pas. Il nous maintenait dans une zone neutre, confortable en apparence, mais stérile. Rien n'y naissait, rien n'y mourait non plus. Tout restait en suspens. Un soir, elle m'a regardé longuement avant de dire « Tu es différent ces derniers temps ». J'ai senti une pointe d'inquiétude dans sa voix, pas assez pour qu'elle pose une vraie question, juste assez pour vérifier que je restais là, docile, contenu. « Peut être », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, comme si cette réponse suffisait, comme si elle préférait les contours flous aux lignes nettes. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi.
J'ai compris que ce que je taisais ne disparaissait pas. Ça s'accumulait. Et que tôt ou tard, ce poids chercherait une issue, par les mots ou par quelque chose de plus brutal encore. Son « pas maintenant » résonnait autrement désormais. Ce n'était plus une pause, c'était un report calculé. Et je commençais à me demander si, à force d'attendre le bon moment, je n'étais pas en train de perdre le droit même de parler. La soirée a commencé sans annonce particulière, comme si elle avait décidé que le silence serait la seule chose programmée. Elle est arrivée plus tard que d'habitude, a posé ses clés dans le même bol, a retiré son manteau avec ce geste lent que je connaissais par cœur. Rien, en apparence, ne distinguait ce moment des autres, et pourtant, tout était différent. Je le sentais dans l'air, dans cette tension imperceptible qui s'installait avant même que nous parlions. Nous avons mangé sans vraiment échanger. Quelques phrases utilitaires, des mots neutres, presque mécaniques. Je répondais. Elle acquiesçait, nos regards se croisaient parfois, trop brièvement pour devenir dangereux. J'avais l'impression de marcher sur un sol fragile, prêt à se fissurer au moindre pas mal placé. Après le repas, elle s'est installée près de la fenêtre, un verre à la main. Dehors, la ville respirait lentement, rythmée par des lumières distantes. Je me suis assis en face d'elle, laissant volontairement un espace entre nous. Ce détail m'a frappé. Autrefois, je cherchais la proximité. Ce soir-là, je cherchais à ne pas déclencher quoi que ce soit trop tôt. Le silence s'était tiré. Pas un silence vide, un silence chargé, lourd, presque sonore. Je sentais les mots monter, comme une pression derrière la poitrine. Chaque seconde ajoutait du poids à cette retenue. Elle a parlé la première. Une phrase anodine, un commentaire sur le temps, sur la fatigue. Je l'ai écouté avec une attention excessive, comme si chaque mot pouvait contenir un indice. Je cherchais des fissures, des tremblements, quelque chose qui me dirait que le pas maintenant touchait à sa fin. À un moment, elle s'est interrompue. Son regard s'est perdu un instant dans le vide, puis elle a bu une gorgée de son verre. Ce geste, insignifiant pour n'importe qui d'autre, m'a frappé. Elle gagnait du temps. Je le savais. Je me suis levé pour aller chercher de l'eau, simplement pour rompre la paralysie. Dans la cuisine, j'ai respiré profondément, les mains appuyées sur le plan de travail. Je me suis demandé combien de temps encore je pourrais jouer à ce jeu. Combien de temps avant que le silence ne devienne une forme de mensonge partagé. Quand je suis revenu, elle s'était rapprochée de la table. Ses doigts tapotaient légèrement la surface, un rythme irrégulier. Je me suis assis. Nos genoux étaient plus proches cette fois. La proximité faisait monter la tension d'un cran. « Tu veux dire quelque chose ?» a-t-elle dit soudainement. La phrase m'a coupé le souffle. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Je l'ai regardée. Elle me fixait, calmement, mais ses épaules étaient rigides, prêtes. « Oui », ai-je répondu. Un silence. Plus court, plus dense. Elle a fermé les yeux une seconde, comme pour se préparer à un impact. « Pas encore », a-t-elle murmuré. Cette fois, son doigt n'est pas venu se poser sur mes lèvres. Elle est restée à distance. C'était pire, parce que le geste n'était plus nécessaire. Le pouvoir du silence s'était déplacé. Il était devenu implicite. Je me suis penché légèrement en avant. Pas de manière agressive, juste assez pour signifier que quelque chose avait changé. « Tu sais ce que ça me fait, à force ?» ai-je demandé. Elle a rouvert les yeux. Je n'y ai pas lu de colère, plutôt une inquiétude contenue. Elle n'a pas répondu. J'ai l'impression d'être suspendu. Ai-je continué? Comme si ma voix n'avait plus de poids, comme si parler était devenu une faute. Elle a serré son verre entre ses mains. « Ce n'est pas ce que je veux », a-t-elle dit doucement. « Mais c'est ce qui se passe. » Elle s'est levée brusquement, a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. Son dos me faisait face. J'ai compris alors qu'elle luttait. Pas contre moi, contre ce qu'elle savait inévitable. « Si tu parles maintenant, » a-t-elle dit, sans se retourner, « tout va changer. Et si je ne parle pas ?» Elle est restée silencieuse. Ce silence-là était une réponse. Je me suis levé à mon tour, lentement, comme si un mouvement brusque pouvait rompre un fil invisible. Je me suis placé à quelques pas d'elle, assez près pour qu'elle sente ma présence, assez loin pour ne pas l'envahir. « Dis-moi au moins ça, » ai-je murmuré. « Tu me demandes d'attendre pour nous protéger, ou pour te protéger, toi ?» Elle a fermé les yeux. Ses épaules se sont affaissées légèrement. Ce relâchement m'a frappé plus fort que n'importe quel cri. Quand elle a parlé, sa voix tremblait à peine. Je ne sais plus faire la différence. Ces mots ont tout déplacé. Le silence n'était plus un mur solide. C'était une digue fissurée. J'ai senti quelque chose céder en moi, pas encore les mots, mais la certitude que le moment approchait, que la suspension touchait à ses limites.
Nous sommes restés ainsi, debout, sans nous toucher, pris dans cet espace fragile entre la parole et le silence. Et pour la première fois, j'ai compris que le vrai danger n'était pas ce que j'allais dire, mais le fait que nous étions déjà en train de changer, même sans les mots. Le lendemain, quelque chose avait changé dans la manière dont elle me regardait. Ce n'était pas flagrant, pas assez pour qu'on puisse le pointer du doigt, mais je le sentais, comme une vigilance accrue, comme si, désormais, chaque silence devait être surveillé pour éviter qu'il ne trahisse trop. Elle parlait davantage, pas de choses importantes, des détails, des récits minuscules sur sa journée, sur des rencontres sans conséquences, sur des idées sans suite. Ce flot de mots me donnait presque le vertige. J'avais l'impression qu'elle remplissait l'espace exprès pour empêcher une autre parole de s'y glisser. La mienne. Je l'écoutais, attentif, mais tendu. Je cherchais les failles derrière cette normalité forcée, et elles étaient là, dans les pauses trop longues, dans les phrases qui changeaient de direction au dernier moment, dans ce regard qu'elle détournait systématiquement dès que la conversation menaçait de devenir personnelle. Ce matin-là, elle avait oublié son téléphone sur la table, un oubli banal. Mais chez elle, rien n'était jamais vraiment laissé au hasard. L'écran s'est allumé brièvement, une notification silencieuse. Je n'ai pas vu le message. Juste un prénom, inconnu. Je n'ai rien dit. Ce choix, ce renoncement immédiat, m'a frappé comme une gifle intérieure. Je me rendais compte à quel point j'avais intégré ses règles, à quel point je m'étais adapté à son silence, au point d'en devenir complice. J'ai détourné les yeux, comme si regarder aurait été une trahison. Elle a remarqué mon immobilité. Elle a suivi mon regard, vu son téléphone, puis l'a retourné d'un geste rapide, presque trop rapide. Nos yeux se sont croisés une fraction de seconde, assez pour que je comprenne. Le silence venait de mentir. Le reste de la journée s'est déroulé dans une tension polie. Nous faisions semblant. Elle de ne rien cacher. Moi de ne rien voir. Ce jeu-là était plus épuisant que tous les silences précédents, parce qu'il exigeait une vigilance constante, une négociation permanente avec la vérité. L'après-midi, elle est sortie sans m'expliquer où elle allait. Pas par provocation, par automatisme. Je me suis retrouvé seul, avec cette maison qui semblait soudain trop grande. J'ai tourné en rond. J'ai essayé de travailler, de lire, de me distraire. Impossible. Mon esprit revenait toujours au même point. Ce prénom sur l'écran. Ce détail minuscule qui avait fissuré quelque chose de fondamental. Je me suis souvenu de sa phrase. Les mots exigent des réponses. Et j'ai compris qu'elle ne craignait pas seulement mes mots. Elle craignait les siens. Ceux qu'elle serait obligée de prononcer si je parlais. Ceux qui l'obligeraient à assumer. Quand elle est rentrée, le soir était déjà tombé. Elle a posé ses clés, retiré son manteau. Les gestes habituels. Mais son visage était plus fermé. Fatigué, oui, mais aussi armé. Comme si elle s'était préparée à une éventuelle attaque. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé. La question était presque ironique. J'ai hoché la tête. Encore. Le mensonge continuait de circuler entre nous, fluide, parfaitement intégré, et cette facilité m'a donné la nausée. Nous avons dîné. Le bruit des couverts remplissait les silences. Je la regardais manger, analyser chaque mouvement. J'avais l'impression de la découvrir sous un autre angle, non plus comme une femme qui fuyait, mais comme quelqu'un qui organisait activement l'évitement. À un moment, elle a levé les yeux vers moi et a dit « Tu es silencieux ». J'ai failli rire. Le renversement était presque parfait. J'étais devenu celui qui se taisait trop. « J'écoute », ai-je répondu. Elle a esquissé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu m'écoutes toujours ». Cette phrase, qui aurait pu être tendre, sonnait comme un reproche déguisé. Comme si mon silence devenait soudain suspect. Comme si elle avait besoin que je parle, mais pas de ce dont je voulais parler. Après le repas, elle s'est levée pour débarrasser. Je l'ai suivie dans la cuisine. L'espace était étroit. Trop. Nos épaules se frôlaient. Je sentais sa respiration, légèrement accélérée. Elle le sentait aussi. Nous faisions semblant de l'ignorer. « Dis quelque chose », a-t-elle murmuré, sans me regarder. « Quoi ?»« N'importe quoi. » Cette demande m'a figé. Elle voulait des mots, mais pas les mots. Elle voulait du bruit, pas de la vérité. J'ai compris à cet instant que le silence n'était plus seulement une protection. C'était une construction fragile qu'elle tentait de maintenir à tout prix. « Je ne sais plus quoi dire qui soit sans danger », ai-je répondu. Elle s'est arrêtée, lentement. Elle s'est tournée vers moi. Son visage était à quelques centimètres du mien. Je voyais chaque détail, la tension de sa mâchoire, la lueur inquiète dans ses yeux. « Tout ce que tu dis n'est pas dangereux », a-t-elle soufflé. « Si, ai-je dit. Tout ce qui compte l'est. » Elle a fermé les yeux, comme si ces mots confirmaient une crainte ancienne. Puis elle a reculé d'un pas.
Juste un pas. Une distance minime, mais symbolique. Tu ne comprends pas, a-t-elle dit. Alors explique-moi. Le silence qui a suivi n'était pas un vide. C'était un refus. Clair, définitif. Elle a secoué la tête. Pas comme ça, a-t-elle murmuré. Pas ce soir. La colère est montée en moi. Lente, maîtrisée, pas explosive, fatiguée. J'ai compris que ce pas maintenant n'était plus une demande temporaire. C'était devenu une manière de gouverner notre relation. De décider seul du moment, du cadre, des règles. Tu sais que ce silence nous ment, ai-je dit doucement. Elle a sursauté. Pas violemment, mais assez pour trahir quelque chose. Il nous protège, a-t-elle répliqué. De quoi? Elle n'a pas répondu. Son regard a glissé vers le sol. Et dans ce simple mouvement, j'ai vu tout ce qu'elle refusait d'admettre. Le silence ne protégeait plus rien. Il dissimulait, il déformait. Il permettait à des choses de se produire sans être nommées. Ce soir-là, nous nous sommes couchés côte à côte sans nous toucher. Le lit était trop grand, ou trop petit, je ne savais plus. J'ai regardé le plafond dans l'obscurité, en écoutant sa respiration, régulière, contrôlée, et j'ai compris que le silence avait changé de nature. Il n'était plus une attente, il était devenu un mensonge partagé. Et pour la première fois, j'ai su que continuer ainsi aurait un prix que l'un de nous, ou les deux, finirait par payer. Le matin s'est levé sans douceur. Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux, dessinant des lignes nettes sur les murs. Je suis resté immobile, les yeux ouverts, bien avant qu'elle ne se réveille. Sa respiration était régulière, presque trop calme. Je l'ai observé comme on observe quelqu'un qui s'apprête à partir sans prévenir, en essayant de mémoriser des détails qu'on n'avait jamais jugés importants. Je savais que ce jour-là serait différent, pas parce que quelque chose d'extraordinaire devait arriver, mais parce que je n'avais plus la force d'attendre. Le pas maintenant avait épuisé ses réserves. Il ne tenait plus que par habitude, et l'habitude, je le comprenais enfin, n'était pas une preuve d'amour. Quand elle a ouvert les yeux, elle a souri. Un sourire fragile, prudent, celui qu'on adresse quand on espère que rien n'a changé pendant la nuit. « Tu es réveillé depuis longtemps ?» a-t-elle demandé. « Un moment, » ai-je répondu. Elle s'est redressée, a ramené la couverture sur ses épaules. Le geste était familier, mais je l'ai perçu autrement, comme une manière de se protéger. Nous avons partagé un café en silence, pas le silence tendu des jours précédents. Un silence lourd, résigné, comme si nous savions tous les deux que la conversation évitée approchait de son point de rupture. Chaque gorgée semblait nous rapprocher d'une ligne invisible. Elle a posé sa tasse la première. Trop fort, un bruit sec. Elle a inspiré profondément. « Tu es ailleurs », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux vers elle. Cette fois, je n'ai pas détourné le regard. « Je suis là », ai-je répondu. Justement, elle a compris. Je l'ai vu dans la manière dont ses épaules se sont figées, dans ce micro-mouvement de recul qu'elle n'a pas pu retenir. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Le vieux réflexe revenait. Retarder, déplacer, suspendre. « Pas maintenant », a-t-elle commencé. Je l'ai interrompue. Pas violemment, juste fermement. « Si, maintenant ». Ces deux mots sont tombés entre nous comme un objet fragile qu'on pose enfin sur la table. Elle m'a regardé, surprise. Peut être même blessée. J'ai senti la peur monter, mais je ne me suis pas arrêté. « Je ne te demande pas de tout expliquer, » ai-je dit. « Je te demande de ne plus m'empêcher de parler. » Elle a passé une main sur son visage, lentement. « Tu sais ce que ça va provoquer ?» a-t-elle murmuré. « Oui, et je l'accepte. » Elle s'est levée, a fait quelques pas dans la pièce. Elle tournait en rond, littéralement, comme si le mouvement pouvait lui donner une issue. J'ai attendu. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour combler le silence. « Je n'ai pas voulu te faire ça, » a-t-elle dit finalement. « Me faire quoi ?» Elle s'est arrêtée, dos à moi. Sa voix était plus basse, moins contrôlée. « Te laisser croire que tout était simple. » Ces mots ont résonné longtemps. J'ai compris alors qu'elle savait depuis le début, qu'elle avait choisi le silence non par ignorance, mais par calcul douloureux. « Il y a quelqu'un d'autre ?» ai-je demandé. La question est sortie sans colère, presque sans émotion, comme une constatation logique. Elle a fermé les yeux, elle n'a pas répondu tout de suite. Ce silence-là n'était plus une arme, c'était une reddition. « Ce n'est pas si simple, » a-t-elle dit. Je me suis levé à mon tour. Rien ne l'est jamais. Mais c'est réel, non? Elle a hoché la tête, un mouvement infime, suffisant. Je me suis senti vidé, pas surpris, pas même vraiment trahi, juste fatigué, comme si mon corps avait anticipé cette vérité depuis longtemps et qu'il se contentait maintenant de l'accueillir. Depuis quand? Elle a hésité. Ça a commencé
pendant que je te demandais d'attendre. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Le silence prenait soudain une forme précise. Ce n'était pas seulement une protection. C'était un écran. Une zone tampon entre deux réalités qu'elle refusait de confronter. Tu comprends ce que ça signifie? Ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides, mais déterminés. Je n'ai jamais cessé de tenir à toi. Tenir ne suffit pas, ai-je répondu doucement. Pas quand ça exige de me taire pour que tu puisses continuer ailleurs. Elle a voulu parler. Je l'ai vu. Les mots se pressaient. Mais cette fois, c'était moi qui ai levé la main. Pas pour la faire taire, pour marquer une limite. Laisse-moi finir, ai-je dit. Elle a acquiescé. J'ai accepté le silence parce que je pensais qu'il nous protégeait, parce que je croyais qu'il y avait quelque chose à sauver. Mais ce que je comprends aujourd'hui, c'est que me taire m'a coûté plus cher que de parler. Elle a baissé la tête. Les larmes ont coulé, silencieuses. Je n'ai pas bougé, pas par cruauté, par respect pour ce moment qui n'appartenait qu'à elle. Je ne te demande pas de choisir, ai-je ajouté. Je te dis simplement que je ne resterai pas dans un espace où ma voix est un problème. Elle a relevé les yeux. Et si je te dis que je suis perdu? Alors je te crois, ai-je répondu. Mais je ne me perds plus avec toi. Le silence qui a suivi était différent de tous les autres. Il n'était plus imposé, il n'était plus stratégique. C'était un silence de fin, de transition, celui qui arrive quand les choses ont été dites, même partiellement, et qu'il n'y a plus rien à cacher. Elle s'est assise, épuisée. Moi aussi, nous étions face à face, séparés par une vérité imparfaite mais réelle. J'ai compris que parler n'avait pas tout résolu, mais que se taire aurait tout détruit. Quand elle a murmuré mon prénom, je l'ai entendu comme on entend un écho. Trop tard pour revenir en arrière, juste à temps pour ne plus se mentir. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti libre. Pas heureux, pas apaisé. Libre, parce que j'avais parlé, parce que je n'avais plus rien à perdre en restant silencieux. Le silence qui a suivi n'avait plus rien de menaçant. Il était là, simple, presque nu. Nous étions assis l'un en face de l'autre, vidés, comme deux personnes qui viennent de traverser une tempête sans savoir encore où elles ont accosté. La vérité avait été dite, pas dans sa totalité, mais suffisamment pour rompre l'illusion. Et cette rupture changeait tout. Elle a été la première à bouger. Elle s'est levée lentement, comme si son corps pesait plus lourd que d'habitude. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée près de la fenêtre. Dehors, la ville poursuivait sa routine, indifférente à ce qui venait de se jouer entre nous. Je me suis dit que c'était toujours ainsi. Les drames intimes ne laissent aucune trace visible. Je ne sais pas quoi faire maintenant, a-t-elle dit sans se retourner. Sa voix n'était plus défensive. Elle n'essayait plus de contrôler le moment. C'était être la première fois que je l'entendais parler sans calcul. J'ai respiré profondément avant de répondre. Moi non plus. Et j'admis. Mais je sais ce que je ne ferai plus. Elle a hoché la tête, comme si cette phrase confirmait quelque chose qu'elle redoutait depuis longtemps. Le pas maintenant avait cessé d'exister. Il ne restait que l'après. Nous avons parlé encore. Pas longtemps. Pas pour tout régler. Juste assez pour poser des mots simples là où il n'y avait eu que des détours. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur de perdre ce qu'elle n'avait jamais vraiment défini. Qu'elle s'était convaincue que le silence était une solution temporaire, sans voir qu'il creusait un fossé. Je l'ai écouté. Vraiment. Sans urgence. Sans attente. Ce n'était plus une négociation. C'était un constat partagé. À un moment, elle m'a demandé « Tu regrettes d'avoir parlé ?» La question m'a surpris par sa douceur. J'ai réfléchi, pas longtemps. « Non », ai-je répondu. « Même si ça fait mal, même si ça nous éloigne. » Elle a fermé les yeux. Un léger sourire triste a traversé son visage. Je crois que je le savais. Nous avons décidé qu'elle partirait pour quelques jours. Pas comme une punition, pas comme une fuite, comme une nécessité. L'espace n'était plus une menace. Il était devenu indispensable. Je l'ai aidé à rassembler quelques affaires. Le geste était étrange, familier et définitif à la fois. Chaque vêtement posé dans le sac semblait marquer une frontière. Nous ne nous touchions presque pas. Ce n'était pas de la froideur, c'était du respect. Avant de partir, elle s'est arrêtée près de la porte. Elle m'a regardé longuement, pas pour retenir le moment, pour l'imprimer. « Merci de ne pas t'être tue », a-t-elle dit. Ces mots ont résonné plus fort que tous les silences précédents. J'ai hoché la tête, incapable de répondre. Elle est partie sans se retourner. La porte s'est refermée doucement. Aucun fracas, aucun drame, juste un clic discret. Et pourtant, j'ai senti quelque chose se libérer en moi, un poids que je portais depuis trop longtemps, sans même en connaître la forme. Les jours suivants ont été calmes, trop calmes, être.
J'ai redécouvert l'espace, le bruit de mes pas, mes propres pensées, non interrompues. Le silence, désormais, m'appartenait. Il n'était plus une contrainte. Il était un choix. Je repensais souvent à ce premier geste, à son doigt posé sur mes lèvres, à quel point j'avais accepté ce silence sans le questionner. Je comprenais maintenant que ce n'était pas la faute d'un seul. Le silence se construit à deux. Il s'installe quand l'un demande et que l'autre accepte. Un soir, j'ai rouvert le tiroir où j'avais caché le papier avec la phrase que je n'osais pas dire. Je l'ai relue. Elle me semblait presque banale maintenant. Je l'ai déchirée, pas par colère, par reconnaissance. Elle avait rempli son rôle. Elle m'avait mené jusqu'ici. Elle m'a écrit quelques jours plus tard, un message simple, sans détour. Elle disait qu'elle prenait le temps de réfléchir, qu'elle ne savait pas ce que l'avenir réservait, mais qu'elle comprenait enfin ce que son silence avait coûté. Elle ne demandait rien. Elle constatait. Je lui ai répondu avec la même honnêteté. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, que je ne regrettais pas ce que nous avions vécu, mais que je ne reviendrais pas à l'ancien équilibre, que ma voix ne serait plus négociable. Nous n'avons pas parlé de nous, pas encore, peu, être jamais. Et, étrangement, cette absence de définition ne me pesait plus. J'avais appris que certaines vérités n'exigent pas de promesses pour être valables. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué quelque chose de différent. Ce n'était pas une expression nouvelle, c'était une absence. L'absence de cette tension constante dans la mâchoire, de cette retenue dans le regard. Je me suis reconnu à nouveau. Je savais que la fin de notre histoire n'était pas nécessairement une rupture nette. Peut être qu'elle prendrait une autre forme. Peut être qu'elle s'éteindrait doucement. Mais quoi qu'il arrive, ce serait sur un terrain clair. Le silence avait perdu son pouvoir sur moi. La dernière fois que nous nous sommes vus, ce n'était ni dramatique ni chargé, juste vrai. Elle m'a regardé et a dit « Si j'avais su parler plus tôt », je l'ai interrompue, doucement cette fois. Pas pour la faire taire, pour la libérer. On parle quand on peut, ai-je dit. L'important c'est de ne plus se condamner à attendre. Elle a souri, un vrai sourire. Puis elle est partie. Je suis resté seul un moment. Le calme autour de moi n'était plus une menace. Il était un espace ouvert, un endroit où ma voix avait sa place, même quand je choisissais de ne pas parler. Et j'ai compris que le pas maintenant qui avait tout déclenché n'était pas une fin, mais un seuil. Celui que je devais franchir pour apprendre ceci, se taire pour garder quelqu'un, c'est déjà commencé à se perdre.